Bonjour, aujourd'hui dans les ailes du Maroc, nous recevons une voix rare, une voix qui éclaire au lieu de commenter, qui construit au lieu de diviser. Hosni Zbadi est philosophe, pédagogue, activiste des humanités, on verra l'importance de ce point activiste. Elle œuvre depuis des années à diffuser la pensée critique auprès des jeunes, à redonner à la philosophie sa place dans la cité et à bâtir des espaces de réflexion collective à travers la Maison de la Philosophie. Et on le verra aussi à travers l'association Sève Maroc qu'elle a co-créée avec d'autres amis. Elle a aussi lancé un projet intéressant qui s'appelle Pré-Maroc, qui n'a pas vécu toutes les années qu'on l'aurait voulu, mais qui a eu le mérite de contribuer. On verra aussi en quoi parfois une fin peut donner naissance à autre chose. Elle accompagne les lycéens dans l'accès aux grandes écoles. C'était un peu le projet, notamment aux études supérieures. Et tout à l'heure, on verra le poids aujourd'hui de la team et de faire ensemble en quoi c'est important. Elle est, pour ceux qui la connaissent, une intellectuelle engagée, convaincue que la transformation d'un pays, d'un continent, parce que je pense qu'elle est dans la région du Maghreb, mais elle se sent, je pense, aussi comme nous tous, africaine, avec la canne qui est là, qui nous regarde, de l'importance de la transformation de la pensée. Hosni, marhaba bik chez nous. Merci Zakaria. Donc, moi j'ai la chance de voir là et de voir comment tu vas pouvoir nous éclairer. Et je voudrais démarrer déjà, donc de voir un peu, avant l'activiste des humanités que tu es aujourd'hui, il y a eu, comme nous tous, l'enfant, l'étudiante, la lectrice. Donc si je reviens à l'origine de la pensée, d'où vient ton rapport à la philosophie? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce qu'il y a eu un maître de pensée? Est-ce qu'il y a eu un texte fondateur? Alors merci pour cette question parce que ça me permet de rappeler, de revenir d'abord sur mon parcours. C'est un exercice toujours, je trouve, émouvant, utile, qui permet de poser les choses. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui a conservé en fait les traces de ce que je produisais étant petite. Et à 8 ans, j'avais écrit un poème que j'ai toujours d'ailleurs, où je disais. Alors pas encore, mais il est. Je vais bientôt le mettre sous verre. C'est important, mais oui. Pour partager exactement, qui restera une trace pour les enfants, les miens et d'autres, pour dire qu'à 8 ans, on peut avoir cette pensée, cette parole, cette écriture, où le moi de 8 ans disait. Je veux expliquer la loi, je veux parler au roi, le roi étant la figure de la loi incarnée, la loi divine, la loi des hommes sur terre, donc le législateur, le pouvoir. Je veux donc parler au pouvoir et je veux expliquer la loi. Et j'ai fait des études de philosophie qui peuvent paraître accidentelles, hasardeuses. J'ai fait des études de droit, mais en réalité, le moi de 8 ans savait déjà. Dans le moi de 8 ans, il y avait déjà la trace de ce que je voulais réaliser dans le monde. Et je le dis parce que c'est intéressant pour les parents, mais aussi pour les enseignants, pour tous ceux qui accompagnent les enfants, de conserver ces traces qui sont comme les petits cailloux du petit poucet, ces cailloux qu'on laisse sur le chemin vers une maison qui serait un soi, un chez-soi. Et que très tôt, en réalité, il y a la trace de ce que peuvent être les inclinations de l'âme, les désirs ou les appétits qu'on peut avoir dans l'âme en réalité. Donc on voit bien que beaucoup des ailes ont montré le poids, l'importance de la maman pour nous rappeler que cette maternité peut nous emmener très loin et peut construire très tôt. Donc toi, tu nous le rappelles aussi avec force. Quand est-ce que tu t'es réellement rendu compte que la philosophie serait ta manière d'agir sur la société, serait ce qu'on peut dire ton métier aujourd'hui? Alors je ne sais pas si c'est un métier. Même si je l'exerce aussi comme un métier en tant que professeur de philosophie dans des lycées, être enseignant c'est un métier.
Ça peut être, on l'espère, aussi une vocation, dans certains cas en tout cas. Il faut que ça soit. Voilà. Mon premier choc philosophique dont j'ai souvenir, c'était en prépa, parce que j'ai fait une prépa HEC, non pas Cagne, Hippocagne. J'ai fait une prépa HEC où j'ai découvert l'éthique de Spinoza. Wow. Et ça m'a vraiment choquée, parce que je ne comprenais pas tout, mais j'étais extrêmement sensible à son style d'écriture, à son esthétique, qui pour moi est profondément sémite. On sait comment Spinoza va s'opposer à certaines théologies, il va même produire un ouvrage sur la théologie politique, et comment s'en libérer, mais ce qu'il écrit, c'est comme une arabesque des mots géométricaux, ultra rationnels, et c'est la place qu'il redonne à la rationalité, mais de façon esthétique, pas de façon docte. Et je pense que j'ai d'abord été séduit sans le comprendre par une audace et une esthétique. C'est une certaine esthétique et donc une façon d'être dans le monde et dans la pensée. Donc Spinoza a été ce révélateur, maître, oui. Voilà. Encore une fois, et je le dis pour décomplexer ceux qui le liraient pour la première fois, sans forcément tout comprendre. C'est ça. En trouvant c'est ce que disent beaucoup d'autres philosophes. Voilà, qu'il y a des parties obscures, qu'il y a des choses compliquées, mais il y a quelque chose qui peut nous retenir, et surtout c'est ce quelque chose chez Spinoza dans l'éthique, notamment, on voit que c'est quelqu'un qui a exécuter d'une certaine façon ce qu'on appelle la réalisation de soi. C'est une réalisation de soi aboutie. En tout cas, ça ressemble à ça. Et très vite, donc, j'ai eu l'intuition que la philosophie, c'était un vaisseau, un moyen de se réaliser soi, au-delà du métier. Voilà. C'est une connexion et donner du sens à ce qu'on fait. Donner du sens, donner une forme, donner un devenir. Rentrer dans un devenir qui ferait sens pour soi, pour les autres, pour le monde. Et c'est toujours, et c'est en tout cas moi, ma sensibilité, une expérience esthétique, pas uniquement cognitive. Donc là, on le voit, donc il y a ce texte révélateur de l'enfance, cette rencontre avec Spinoza, et l'enfance dans tout ça. C'est vrai que bon, la maman, tu l'as dit, a été importante. Est-ce que le Maroc de ton enfance, tu vas nous rappeler, donc tu as grandi et tu es né à Kazakh, quel rôle jouaient les livres, les débats, les rencontres, la culture? Est-ce que cet environnement a fait de toi aussi quelque part ce que tu es devenu aujourd'hui? Oui, alors je tiens à rappeler ou à dire tout simplement que moi, je suis, tu l'as dit, hein, j'ai une sensibilité africaine et je me définis comme citoyenne africaine, née de deux parents. Merci. Donc, citoyenne africaine, née de 2 parents algériens au Maroc. Cette citoyenneté africaine, c'est ce qui me permet de réconcilier entre mon identité ou des origines algériennes et une réalité marocaine. Lors d'une émission, j'étais avec une psychiatre qui a eu une très jolie expression quand je disais que j'étais née au Maroc, qui m'a dit « mais le Maroc, pour toi, c'est masqat al-ras, là où la tête est tombée ». Et que c'est quelque chose qui relève d'une mystique, de la rencontre d'une âme avec une terre natale. Et voilà, et donc, pour ne pas dire identité, qui est un mot très chargé, mais c'est mystique de rencontre de mon âme, qui vient de très loin, avec cette terre marocaine, avec ses ancêtres algériens. Ce qui me permet de faire sens et de donner sens à tout ça, c'est l'ancrage africain. Et je pense que c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'Africains dans mon cas qui sont entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, qui sont dans différents pays du Sahel, qui ont beaucoup bougé et qui ont besoin aussi de se dire mais quelle est cette valeur refuge, quel est ce symbole qui nous permet d'aller vers une réconciliation et une force assumée. Et de dire un peu, comme avait dit Sa Majesté quand il était revenu à l'Union africaine, je suis à la maison, parce que je pense que... C'est un moment extrêmement émouvant. On le voit, donc tu fais partie de celles qu'on n'invite pas par hasard, hein, qui refusent que la philosophie reste confinée aux amphithéâtres, aux espaces très feutrés, très intello. Tu l'emmènes vers les jeunes,
les quartiers, les entreprises. Donc je voulais savoir pourquoi tu as construit la Maison de la Philosophie, tu as aussi participé à la création de Sève Maroc. Qu'est-ce que les jeunes te posent comme question et comment tu ramènes la philosophie dans ces espaces publics sans la simplifier, sans la trahir? D'abord, je pense que ce serait juste de rappeler que la philosophie, elle existe de fait déjà dans l'espace public et portée par la voix des jeunes. Aujourd'hui, sur différents réseaux sociaux, les plus en vogue, les TikTok et les Instagram et compagnie. Ils font des reels, ils font des shots. Moi, je regarde, je suis en Dalija. C'est pas valorisé, c'est pas présenté comme une parole philosophique ou un acte philosophique. Pourtant, par ma formation, par mon regard, je suis sensible, j'arrive à lire et à décrypter. Il y a une structure, il y a une trame, il y a un raisonnement. Et il y a vraiment une parole philosophique qui n'est pas encore reconnue comme telle dans l'espace public porté par les jeunes. Et c'est vrai qu'on a encore cette image de la philosophie. Quand on pense philosophie, on pense à un vieux monsieur blanc, alors pas noir, blanc, un homme, pas une femme, blanc, avec une barbe blanche. C'est un peu le stéréotype qui ressort et qui est, entretenu par différents organismes qui vont même créer des poupées à l'effigie imaginaire d'un homme blanc à la barbe blanche qui porterait cette parole philosophique. Or, la réalité, une réalité historique, factuelle, c'est qu'il y a eu énormément de philosophes chinois, des philosophes poètes en Inde, énormément de philosophes femmes noires, de philosophie africaine contemporaine extrêmement active, riche, dense, et que tout ça reste un peu comme sous le radar. C'est curieux parce qu'en fait, c'est une sorte de majorité silencieuse et puissante qui n'est pas tout à fait montée dans les strates les plus hautes de la conscience critique qu'on se fait aujourd'hui de la philosophie. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour arriver à avoir cette majorité puissante, silencieuse, ultra active, il faudrait décoloniser en fait le regard, il faudrait décoloniser l'attitude et recevoir autrement les différentes paroles, actions, pratiques philosophiques qui sont, je le redis, déjà dans la cité. Quand tu dis décoloniser, est-ce que tu as un ou deux tips? Ça passerait par quoi? C'est une question très complexe. On reçoit… Facilement, si on devait juste un, deux… Je sais que c'est complexe, c'est pour ça que je te la pose. Oui, je vais juste citer une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Selwa Loust Boulbina, qu'on va recevoir bientôt à la Maison de la Philosophie au Maroc, qui a produit un ouvrage qui s'appelle Malaise dans la décolonisation, aux Presses du Réel en 2025. Un ouvrage magistral, pareil, esthétique, philosophique, esthétique, porté au féminin par une franco-algérienne, une maghrébine, une africaine, qui a voyagé partout dans le monde, et qui rappelle qu'il est impossible de décoloniser le regard, comme il est impossible de ne pas le décoloniser. Qu'on est dans un malaise d'une sorte de double impossibilité, et que la seule façon de s'en sortir, c'est l'action. Ce qu'elle appelle l'imagination pratique. Et Selwa Loust Boulbina, par exemple, peut inspirer et conduire ce regard que nous, à la Maison de la Philo, on conduit en pratique grâce au club philo, qu'on crée, qu'on accompagne, qu'on structure d'Oujda jusqu'à Dakhla, vraiment donc, sur tout le territoire marocain. Donc je vois aussi que tu es aussi un acteur de la cité sur la partie ascenseur social. Tu as lancé un beau projet qui s'appelait Prépa Maroc. Bon, tu l'as rappelé tout à l'heure hors antenne qu'il s'est arrêté, mais je voudrais bien… Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a porté? Et si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais différemment? Oui, alors Prépa Maroc, c'était une structure qu'on avait créée avec deux amis qui sont Philippe de Freiteur et Sébastien Chabot. Philippe de Freiteur et Sébastien Chabot et moi, on était arrivés à un constat commun, à savoir que quand il s'agissait d'orientation des élèves,
il y avait un besoin et un manque sur le marché, que les élèves et leurs parents se retrouvaient un peu démunis face à ces grandes plateformes que sont Parcoursup et autres, et qu'ils étaient un peu perdus au moment de faire un choix pour les études supérieures. En tout cas, il manquait d'accompagnement, même si les écoles peuvent en fournir et d'autres structures, qui manquait encore quelque chose. Donc l'idée, c'était d'accompagner l'orientation vers les études supérieures. Ça a été compliqué parce que quand on rentre dans le marché de l'éducation, il faut beaucoup de capital. C'est assez capitalistique, il faut du temps long. Or, mes deux partenaires aussi étaient sur d'autres projets et Sébastien Chabot est aujourd'hui à New York, Philippe de Fretter est retourné en France. Et donc, il y avait, voilà, ça n'a pas pu fonctionner en termes de longévité, de souffle, mais aussi parce que, et c'est le point que je retiens moi de cette histoire, c'est qu'en réalité, les écoles, quelles qu'elles soient, quel que soit le système, produisent et créent ce qu'on pourrait appeler la sélection. Elles sont dans un modèle de sélection. Le mot abusif qui est choisi pour parler de cette sélection, c'est l'orientation. On dit qu'on vous oriente. En réalité, vous êtes face à un marché qui sélectionne et qui lui, vous oriente. Et donc face à cette injonction des différents marchés, celui de l'enseignement supérieur, celui du travail, celui de la consommation, le jeune, l'élève qui va devenir étudiant, on lui dit qu'il doit s'orienter, mais en réalité, il est face à une machine qui le broie. Et nous, derrière, on essayait de orienter, mais en réalité pour faire rentrer dans des machines de la sélection. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction contradictoire. Le système était un peu plus grand et donc vous avez préféré peut-être remener d'autres combats et... En tout cas pour ma part, alors Philippe et Sébastien sont partis vers d'autres aventures, mais pour ma part, ça m'a amené vers plus d'alignement et de me dire que je n'allais pas, finalement, et tout compte fait, participer au grand jeu de la sélection et que j'allais réellement m'engager plus vers ce qu'on appelle l'orientation. Super. Bon, on est toujours dans cet alignement, dans ces engagements. Donc on voit que voilà, tu es dans le concret, tu interpelles, tu écris, tu débats. Aujourd'hui, un peu dans cet espace pour mener les gens à voir comment on peut penser ensemble, comment on peut faire des choses plus grandes que nous. Tu publies donc dans tes lettres ouvertes, dans tes réflexions citoyennes. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui dans les axes que tu développes? Et selon toi, quelle est la question urgente que le Maroc, que l'Afrique doit poser à elle-même? C'est une question énorme. Et je vais aller sur celle qui, moi, me touche. Moi, on l'a dit, en tant qu'Africaine, marocaine, algérienne, citoyenne du monde. Il y a un axe qui existe déjà en termes d'éducation, qui est porté par l'UNESCO, qui a été lancé par la feuille de route de Ban Ki-moon en 2012, qui est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau, c'est l'objectif de développement durable numéro 4-7, qui est inscrit à l'agenda de toutes les nations, de tous les peuples. Pour nous, c'est un combat à la Maison de la Philosophie, Maroc. C'est comment porter, comment accompagner, comment concrétiser l'éducation à la citoyenneté mondiale qui, là aussi, est très structurée, où il y a déjà toutes les ressources gratuites, en ligne. Mais la pièce manquante, c'est l'accompagnement concret des différentes populations. Et je précise, l'éducation à la citoyenneté mondiale commence dès les plus jeunes classes, dès l'accès au langage, avec 5 grandes thématiques. Et ça doit se faire graduellement et de concert, dès l'accès au langage et tout au long de la vie. Donc nous, pour les plus jeunes années, primaire, secondaire notamment, la question c'est comment on va accompagner des acteurs publics et privés dans le déploiement de cette éducation à la citoyenneté mondiale. L'enjeu, pour faire plus simple, plus clair, l'enjeu que ça pose pour le Maroc et pour l'Afrique, et on le voit aujourd'hui au Sahel, la question philosophique qu'il y a derrière, c'est comment déjouer les différentes formes de domination. Il y a encore des rapports de force et des jeux de domination qui empêchent la créativité, qui empêchent les humains
d'aller vers leur humanité, c'est vrai. qui empêche les sociétés de faire société. C'est-à-dire d'aller dans, ces lois, je l'ai cité, c'est la loi Boulbina, elle dit, enfin, le plus grand mal, c'est la négation du social. Wow. En réalité, il n'y a pas de société, il n'y a pas, le fait social n'a pas pu se déployer dans nos sociétés beaucoup africaines. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai combat. C'est pas de l'assistanat social, c'est pas de l'aumône sociale. C'est un vrai combat pour la liberté politique dont découlera la liberté économique, la liberté, les autres libertés juridiques, etc., dans leur affinage. Mais ça vient toujours d'abord d'une liberté de penser, d'une liberté aussi de croire, on a du mal à le dire, mais la liberté de croire et donc aussi de ne pas croire. Ce sont des libertés fondamentales qui nous rendront suffisamment forts pour faire face à ces jeux de domination qui s'aggravent, on le voit bien. Ouais. Et on voit bien quelle est aussi l'instabilité que ça crée dans la région du Sahel et dans la région de l'Afrique. Et comme tu le sais bien, aujourd'hui, le monde va à une vitesse où parfois on oublie que ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre humanité, c'est cette capacité à vivre ensemble, alors que même les choses deviennent parfois très difficiles à appréhender avec l'IA, le digital. Et pour compléter un peu ce que tu es en train de nous rappeler avec force, quelle est aujourd'hui la place de la philosophie peut-elle prendre pour aider à reconstruire la confiance, la cohésion et le vivre ensemble? Parce que très souvent, la philosophie est vue comme un sujet abstrait, un sujet d'intellectuel, et non pas un état d'esprit, un mindset de chacun d'entre nous pour, comme tu dis, pour rester libre, pour être utile, pour vivre une vie où on n'est pas un animal, où on est vraiment un être vivant. Mais depuis le départ, en fait, c'est un peu le dessin de la philosophie, c'est-à-dire que elle est la partie liée avec ce qu'on appelle la marge. La philosophie a quelque chose de marginal. Beaucoup de philosophes vont vous dire la philosophie, c'est le pas de côté. C'est une certaine façon d'oser poser la question de trop, la question à laquelle on ne pense pas naturellement, le « et si ». Une pensée qui est à contre-courant, une pensée qui en réalité arrive de la marge et des marges. Et c'est important de le dire parce que les marges, dans le monde concret, c'est les périphéries, c'est les centres périurbains, c'est un peu la ruralité, c'est aussi des façons de penser qui sont différentes. Et toute la question, par exemple, d'une grande philosophe comme Bell Hooks, de son vrai nom Gloria Watkins aux États-Unis, une philosophe militante, c'est comment passer de la marge au centre, comment à partir des marges réinventer les centres dans un monde qui est multipolaire, on le sait, qui est en pleine restructuration. Voilà, et donc cette question de la marginalité, pour répondre à ta question, elle est consubstantielle à la philosophie. Je pense que la philosophie, elle fait partie, elle soutient les marges. Maintenant, pourquoi la philosophie est marginalisée, c'est une autre question. D'accord. Donc... Le fait de marginaliser la marge, c'est un acte politique, c'est une autre question. Mais qui se pose aujourd'hui, puisqu'on a le sentiment que, en t'écoutant, ce n'est pas la définition que veulent nous laisser entendre ceux qui font le système. On a l'impression que c'est plus un engagement, on va dire, d'une minorité ou engagée sur des sujets que la majorité n'a pas envie d'entendre, comme si c'était quelque chose de pas tabou, quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur à raison, parce que ça a été associé aussi avec l'impérialisme, avec des empires coloniaux qui, sous couvert de philosophie, on fait passer un universalisme de surplomb, on dominait. Dont on hérite, exact. C'est assez pervers, parce que cette discipline, qui est une anti-discipline, qui est le souffle libérateur, a été instrumentalisée pour dominer. Et ça a provoqué un rejet et de la philosophie et de tous les intellectuels et de l'intellectualisme en général. Et je rappelle quand même que dans la tradition musulmane, l'intellect, c'est ce point de jonction, de rencontre entre le divin et l'humain. Et donc renier l'intellect, c'est renier
la possibilité même d'accéder à notre énergie. Voilà, à notre énergie, à notre reddition, à notre islam, à notre raison. Et donc, réapprendre à aimer l'intellect, les intellectuels, revaloriser différentes formes d'intellectuels. On a la chance, à la Maison de la Philosophie, d'avoir Hassan Wahbi, qui est un immense professeur de littérature, un poète, un essayiste, un homme engagé. Et l'engagement, il n'est pas forcément politique. Je vais vous donner un exemple concret. Hassan Wahbi, à chaque fois qu'il faisait une conférence, ici ou là, partout dans le monde, publiait ses conférences en petit format, avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse. Et ça, c'est un acte politique. À chaque fois que je fais quelque chose, le publier, le rendre accessible. Pour donner une mesure concrète, pourquoi aujourd'hui les sciences humaines et sociales, et ceux qui les représentent, les sociologues engagés, les philosophes, les anthropologues, ne sont pas encore partie prenante dans l'écriture des politiques publiques? Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est une marginalisation de la marge c'est ça, ouais, que sont les sciences humaines et sociales. Qu'il faut aujourd'hui combattre. Donc, tu le redémontes et on le voit en cheminant avec toi, que c'est un chemin d'engagement qui n'est pas simple, bien sûr. Maintenant, on va essayer de parler des turbulences et des transformations que tu abordes un petit peu rapidement. Quel a été ton plus grand choc intellectuel ou citoyen? Et quel est, selon toi, le plus grand danger pour la pensée aujourd'hui? Est-ce que c'est la superficialité, la polarisation ou l'indifférence? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, donc je vais essayer de tu vas nous ramasser en une minute, voilà. Parce que là on est en train d'atterrir. Voilà, je vais partir sur le dernier fait en date qui m'a profondément émue. Pour moi, un philosophe en acte aujourd'hui, c'est l'humoriste Dave Chappelle, qui vient de sortir sur Netflix un spectacle, enfin c'est pas un spectacle, c'est pour moi un acte politique, un geste politique qui s'intitule The Unstoppable. The Unstoppable, c'est, on pourrait traduire l'inarrêtable, moi je traduirais l'invaincu. L'invaincu, d'accord. Et Dave Chappelle, c'est un philosophe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va parler vrai, qui va avoir le courage politique de parler publiquement et de dire des choses qui dérangent et qu'on ne veut pas entendre. Donc qu'est-ce qu'il a dit juste comme ça on va... Qu'est-ce qu'on devrait retenir alors, comme ça? Il a dit beaucoup de choses, je vais deux, trois idées, d'aller le voir. Que c'est pas parce qu'on a assassiné Charles Kirk qu'il est l'équivalent de Martin Luther King. Sur sa veste, il portait le nom de Kaepernick, ce footballeur qui a refusé d'honorer quelque chose qui déshonore la population dont il fait partie. C'est avoir cette foi en soi, et ce courage politique de parler de l'Arabie saoudite, où on peut trouver plus de liberté politique aujourd'hui qu'aux États-Unis. C'est dire des choses qui dérangent. Il a eu des propos sur les minorités LGBT qui lui ont été reprochés. Il a rappelé qu'il a donné sa chance à Daphné, qui était une personne transsexuelle, qui a libéré une parole sur scène grâce à Dave Chappelle. Dave Chappelle, et c'est pour ça que je veux dire, aujourd'hui, un philosophe ou une philosophe, c'est pas forcément quelqu'un qui écrit des livres, c'est peut-être un humoriste, c'est peut-être quelqu'un qui crée une entreprise. La réalité, c'est est-ce que vous avez le courage politique d'une parole vraie dans l'espace public? Qu'est-ce que vous transmettez? Avec qui? Comment? Tu es en train de nous rappeler, quand on l'a vu, quand on parle du prix Nobel de littérature, Bob Dylan a bien eu le prix Nobel de littérature. Et donc, qui aurait pensé? Ben oui. La philosophie peut passer par plusieurs... Et il faut réinterroger ces catégories. Tout à fait. Les catégories, notamment... Sortir un peu, comme tu dis, les fameuses périphéries, les recentrer. On va descendre maintenant, avant de conclure, sur mes 10 madeleines que j'adore, mais ça va être aujourd'hui nos 10 madeleines philosophiques. Quel est le livre qui t'a retourné l'esprit? Il y a des... Il y en a beaucoup. Évidemment, je pense à Fabien Eboussi-Boulaga. Je prends. Mais je vais laisser Eboussi-Boulaga un instant et je vais aller chez Bernard Dadier, qui est un homme de littérature ivoirien, qui a écrit Le Pagne Noir. Le Pagne Noir, qui est un ensemble de contes qui, pour moi, voilà, pour dire que ce n'est pas forcément un essai de grand professeur,
même si côté philosophie africaine, on a des monstres sacrés qui restent encore inconnus. Mais voilà, Bernard Dadier, Le Pagne Noir, des contes incroyables, pareil. Amos Tutuola. Donc les gens vont nous suivre et vont te rattraper pour aller voir. Des choses très connues, choses très connues. L'ivrogne dans la brousse de Amos Tutuola. Évidemment, l'immense Achille Mbembe qui est vivant. Lisez les philosophes africains vivants, qui ont une écriture, encore une fois, une esthétique, donc une façon d'être. On va tout faire pour que, effectivement, la prochaine fois, dans les réseaux qui nous dit tiens, je l'ai lu, ça m'a plu, et est-ce qu'on n'a pas d'autres ouvrages? Quel est le philosophe qui t'accompagne dans les moments difficiles? Est-ce qu'il y a un philosophe quand t'es pas bien, qui s'invite? Alors, du coup, non, comme ça, on va faire du tac au tac. Je vais rester sur Achille Mbembe parce qu'il est vivant. Ça marche. Et parce que la communauté terrestre, il n'y a pas longtemps, j'étais à Oujda, m'a accompagnée vers la frontière de Jouj-Brel. D'accord. Et que j'ai trouvé que c'était émouvant que ce philosophe vivant africain fasse ce chemin. Une phrase que tu offrirais à chaque adolescent marocain qui va nous écouter? Une phrase. Un mot, une phrase, qu'est-ce que tu aurais envie? Donc juste, mais rapide. Alors je vais citer Jacques Rancière dans un ouvrage qui s'appelle Les bords de la fiction, qui est repris par Selwa Boulbina, qui disait il est possible de tisser, face au temps des vainqueurs, un temps non pas des victimes, mais des invaincus. Pas mal. On va phosphorer. Une question que tu poses souvent, même sans réponse. Est-ce que tu as une question pour bien rappeler qu'on n'a pas toujours la réponse à tout? Une question? Oui. Que tu te poses souvent, pour laquelle pour l'instant tu n'as pas de réponse. Bon, j'en ai une, mais c'est toi l'invité. C'est une question très classique qui est posée par beaucoup de gourous, de coachs, etc., mais que je trouve très bonne, très efficace. Et si on n'avait pas peur, on ferait quoi? D'accord. Un lieu où tu sens que la pensée circule? Un lieu où la pensée circule? Où tu sens que est-ce que c'est ton association? Est-ce que c'est un lieu dans ton école? Oui, un lieu. C'est ouvert. C'est une très bonne question, parce qu'on travaille sur la question de l'habitation. D'accord. Et la question des lieux ouverts. J'ai beaucoup aimé Gorée. J'ai trouvé que c'était une terre spirituelle et que c'était un lieu qui était propice aux ouvertures. Super. Une idée que tu as abandonnée et une que tu as adoptée? Une idée? Ouais. Tu dis ça, je le portais, maintenant ça y est, je suis passé à autre chose, et quelque chose que tu portes maintenant? Une idée que j'ai abandonnée, c'est la volonté d'avancer. Et l'idée que je me fais de ce qu'est la volonté. Donc j'ai abandonné la volonté d'avancer. Et tu dis l'idée que je me fais maintenant. Que tu as adoptée maintenant, que tu portes avec toi, que tu emmènes. Elles sont difficiles, tes questions. Il fallait quand même que je monte un peu le niveau là, sinon je ne vais pas te poser une question français facile. Une idée que j'amène. Est-ce que c'est changer le regard sur nos jeunes? Parce que quand je t'écoute, moi je retiens que tu as adopté peut-être que tu portes depuis très longtemps, que peut-être il a toujours été là. Pour être. Parce que je me poserais. J'essaye de faire résonner ta question. J'essaye autant que faire se peut de me guérir des idées et d'aller vers le monde et la réalité sans plus aucune idée. C'est une sorte de rêve puriste impossible. Mais vraiment, le rêve, c'est de lâcher toutes les idées pour aller vers la réalité. Plus. Ta plus grande admiration pour la jeunesse marocaine, africaine, parce que, comme tu te présentes, pour notre jeunesse africaine. Mais quelle créativité, quel humour. Super. Moi, je suis pliée de rire. Je suis tous les jours pliée de rire. Le débat le plus marquant auquel tu as participé, est-ce qu'il y a un débat qui tu dis, j'étais heureuse d'être là à ce moment-là et d'avoir dit ce que j'avais à dire? Moi, je vais rester sur l'actualité. J'ai été invitée donc, à Oujda il n'y a pas très longtemps au Congrès international de la logistique pour porter une parole philosophique parmi ces intervenants. La preuve qu'on peut faire rentrer les sciences humaines et sociales moi j'y crois beaucoup. Partout. Et j'ai trouvé le niveau de détermination et d'engagement des gens sur ce territoire qu'on dit isolé, enclavé, absolument phénoménal. Oui. Une utopie que tu assumes totalement? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire peut-être? L'Afrique. Ok. C'est plus qu'une utopie. Ton mot préféré de la langue arabe ou française, et pourquoi? Un mot ou une phrase? Un mot. Je peux t'accepter une phrase si tu veux. Une phrase? Oui. J'aime bien Njik Mlkhar.
D'accord. Sans transition, on sait que là, encore avant d'atterrir, la philosophie, donc, comme tu le montres aujourd'hui, elle nous apprend que penser, c'est déjà agir. Donc toi, tu te rappelles qu'agir, c'est aussi penser. Donc 2 petites questions pour toi. Si le Maroc devait apprendre une seule compétence collective d'ici 2030, parce qu'on s'est donné une date, laquelle serait-elle? Sans aucune hésitation, la confiance. Super. C'est quoi pour toi réussir? Je n'ai pas la réponse, mais réussir, pour moi, c'est aimer. Je prends. Ben merci Husni Zbagdi pour cette conversation qui éclaire, sans simplifier, qui questionne sans fracturer. Tu nous rappelles que la pensée n'est pas un luxe, c'est une condition du courage. Et comme on dit ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.